Pourquoi certains clients adorent votre offre mais ils n'achètent pas? C'est l'une des premières questions qu'on m'a posées quand j'ai commencé à travailler dans le marketing et la vente. On me disait: Romain, les clients ils viennent me voir, je propose une offre, ils disent qu'ils l'adorent mais plus de nouvelles. Et c'est vrai que c'est frustrant. Vous proposez une offre qui va réellement aider votre client. Même lui, il est convaincu que ça va l'aider, mais il ne passe pas à l'action. Alors, c'est quoi la solution? Dans cette vidéo, je vais vous partager une solution, une nouvelle approche. Mais attention, ce n'est pas ce que vous croyez. Parce qu'on va vous dire qu'il faut maximiser les bénéfices. Il faut projeter votre client dans son futur idéal. En gros, vous devez augmenter son désir d'acheter. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et dans cette vidéo, je vais justement vous proposer une autre approche. Une approche qui explique pourquoi certaines offres très désirables ne se vendent pas et pourquoi d'autres offres beaucoup plus simples fonctionnent mieux. Mais avant de vous parler de cette nouvelle approche, il faut comprendre pourquoi les clients font ça. Et pour ça, il faut regarder comment le cerveau évalue une offre. Quand vous travaillez dans le marketing, la communication ou la vente, vous devez comprendre comment notre cerveau fonctionne. Et du coup, je vais vous parler de neurosciences et d'une théorie qui commence à devenir de plus en plus importante, qu'on appelle le principe de l'énergie libre, proposé par le neuroscientifique Carl Friston. C'est un modèle que j'adore présenter dans mes formations parce qu'il propose une idée novatrice et il permet de donner des explications en marketing là où on avait du mal à en trouver. Il faut savoir qu'en psychologie, on compare souvent le cerveau humain à un ordinateur. Il reçoit des informations sensorielles, il les traite en fonction de ses attentes et de ses croyances, et ensuite il produit une réponse. Donc, par exemple, pour faire simple, vous voyez une balle, vous la rattrapez. Vous voyez un lion, vous avez peur et vous courez. Mais cette vision, elle a une limite. Elle suppose que le cerveau attend toujours l'information avant d'agir. Et dans la réalité, si on faisait ça, on serait beaucoup trop lent. Et c'est là que le principe de l'énergie libre inverse complètement la logique. Selon Carl Friston, le cerveau ne fait pas que réceptionner l'information, il va la deviner, il va la prédire. En fait, il prédit la réalité. En gros, notre cerveau est une machine à prédire constamment l'avenir. Il fonctionne un peu comme l'algorithme de Netflix ou Spotify. Avant même que vous cliquez, il propose ce qu'il pense que vous allez aimer. Votre cerveau, il fait exactement pareil. Il prévoit ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez ressentir. Il fait une prédiction, puis il observe la réalité. Ensuite, il vérifie si la réalité correspond à la prédiction. Si la prédiction et la réalité matchent, tout va bien. Si la prédiction et la réalité ne collent pas, alors il corrige. Et cette correction, on l'appelle une erreur de prédiction. Exemple, vous descendez des escaliers, vous ne regardez pas les marches, vous descendez automatiquement. Donc là, aucun problème parce que votre cerveau prédit chaque marche. Mais à la fin, vous pensez qu'il reste une marche et votre pied touche le sol plutôt que prévu. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça vous déstabilise parce qu'il y a une erreur de prédiction motrice. Votre corps avait anticipé un mouvement qui n'existait pas. Et du coup, vous tombez. Un autre exemple, lisez ce texte. Ce texte contient plein de fautes, mais vous lisez sans problème. Vous avez compris ce texte alors qu'il y a une faute par mot. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne lit pas lettre par lettre. Il prédit ce que vous allez lire, puis il vérifie si la réalité correspond à cette prédiction. Et tant que le sens global reste cohérent, votre cerveau corrige automatiquement les fautes pour que tout colle à ce qu'il avait prévu. Alors un autre exemple, plus concret. Votre frigo fait du bruit. Vous entendez votre frigo donc faire du bruit, puis au bout de quelques minutes, plus rien. Mais ce n'est pas le bruit qui disparaît. Le frigo fait toujours le même bruit. Donc la réalité, elle n'a pas changé. C'est votre perception qui change. Votre cerveau a prédit ce bruit comme inutile, donc il le supprime. Donc en résumé, on ne perçoit pas les choses comme elles sont, on perçoit ce que notre cerveau pense qu'elles vont être. Alors pourquoi notre cerveau il fait ça? En fait, notre cerveau cherche à économiser de l'énergie. Chaque surprise, chaque imprévu, chaque correction lui coûte de l'énergie. Donc il fait tout pour minimiser la surprise. Moins il y a d'incertitude, moins il dépense et mieux il se porte. Donc retenez, notre cerveau prédit constamment l'avenir et le compare à ce qui arrive réellement. Et ce modèle est super intéressant en marketing car il permet de comprendre des observations qu'on avait du mal à expliquer. Par exemple, des chercheurs ont donné quasiment le même vin à deux groupes de personnes. Dans le premier groupe,
le vin, on leur disait qu'il coûtait 10 €. Et dans le deuxième groupe, on leur disait que ce vin coûtait 90 €. Donc en gros, il goûte quasiment le même vin, mais pas au même prix. Et résultat, ceux qui pensaient boire le vin à 90 € ont dit qu'il avait un meilleur goût. Ok, alors peut-être que c'était un effet psychologique, mais c'est pas ça le plus troublant. C'est que leur cerveau a réagi comme si le vin était vraiment meilleur. On voit une activation plus forte dans le cortex orbitofrontal médian. C'est une région associée à la valeur subjective, au plaisir gustatif et à l'évaluation notamment de la récompense. Alors pourquoi? Parce que leur cerveau avait prédit que ce vin serait meilleur. Et cette prédiction a modifié l'expérience réelle. Quand vous avez une prédiction, donc le vin est meilleur, et que la réalité elle est incertaine, on a du mal à évaluer, alors le cerveau s'appuie sur la prédiction qui va façonner notre perception pour que tout concorde. Ça s'appelle la réduction de l'incertitude. Maintenant, retournons au marketing. On entend souvent que le client cherche ce qui lui fait le plus plaisir. En gros, on cherche naturellement à maximiser notre plaisir. Sauf que, comment expliquer que des clients refusent une offre qui va leur apporter des bénéfices? Comment expliquer qu'ils choisissent un produit parfois moins bon, moins intéressant? Si vous êtes coach, vous avez entendu des clients dire « je sais que je vais avancer plus vite avec vous ». Et pourtant, derrière, plus rien, alors qu'ils sont conscients que ça va les aider. Si vous vendez un logiciel, vous entendez des clients vous dire « votre outil va clairement me faire gagner du temps ». Puis au final, ils gardent leur ancien système. On va vous dire que parce que vous ne projetez pas votre client dans les bénéfices futurs. Ok, moi aussi je l'ai fait, j'ai amélioré les bénéfices, j'ai tout fait. J'ai accompagné des centaines de clients et ça n'a pas forcément fonctionné. C'était pas là le point qui m'apportait une augmentation des ventes. Et c'est là que j'ai compris un truc essentiel. Le client ne cherche pas à maximiser son plaisir parce que le système nerveux cherche à minimiser l'erreur de prédiction. Donc non, le plaisir n'est qu'un signal indiquant si la prédiction a été correcte ou meilleure que prévu. Exemple, je suis avec des amis, on doit choisir entre deux restaurants. On a deux options, un restaurant inconnu noté 4,5 sur Google et on a McDonald's, noté généralement 3,6. On devrait choisir le premier restaurant parce que l'offre est meilleure, ils ont une meilleure notation. Mais dans la vraie vie, on a choisi le McDo. Pourquoi? Parce que on sait exactement ce qu'on va manger. Le plaisir potentiel est peut-être moins élevé, mais l'incertitude aussi. Donc on choisit la réduction de la surprise, pas la maximisation du plaisir. Un produit prévisible, mais moyen, peut fidéliser. Un produit excellent, mais incohérent, peut échouer. Exemple, prenez le Doliprane. C'est littéralement du paracétamol. Même molécule, même dosage, parfois les mêmes usines, et pourtant 2 à 3 fois plus cher. Mais combien de personnes prennent quand même du Doliprane plutôt qu'un générique? Parce que notre cerveau préfère ce qui est prévisible. On connaît le nom, on connaît la boîte, on connaît le résultat. Zéro surprise, zéro doute. C'est ça qui crée une marque. La marque, elle rassure, elle réduit l'incertitude. Et quand l'incertitude baisse, la probabilité d'acheter augmente. Un autre exemple, est-ce que vous connaissez l'entrecôte à Bordeaux, Toulouse, Lyon? Moi, je suis à chaque fois sidéré. Dès que je passe devant, je vois des gens qui attendent parfois 30 minutes pour manger. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont un seul plat, une viande, des frites, une sauce secrète. C'est tout. C'est 100% prévisible. On ne peut pas être déçu. Et si vous comprenez ça, alors vous comprenez déjà plus que la majorité des personnes qui travaillent dans le marketing ou la vente. Et quand je me focalise sur la réduction de l'incertitude, j'augmente les ventes de mes clients. Exemple, on m'invite à former 200 salariés d'une boîte. La personne qui s'en occupe, elle adore mes formations, elle adore mes publications sur LinkedIn, il est convaincu, mais il n'est pas seul à décider. Il y a déjà un organisme de formation concurrent qui fait une même formation sur la vente, et il faut passer par un appel d'offres. Donc au lieu d'améliorer l'offre irrésistible, non, j'ai réduit l'incertitude, parce que eux, le changement, ça leur coûte trop cher. Donc je leur ai dit, écoutez, avant de faire un appel d'offres, de rentrer dans tout ça, testons avec une équipe de 12 personnes. Ils ont accepté, j'ai réduit l'incertitude, j'ai pas augmenté mes promesses. Et du coup, ils ont adoré ma formation, et c'est comme ça que ça a été beaucoup plus facile d'obtenir le contrat. Je n'ai pas touché mes promesses, juste réduit l'incertitude. Alors, pour bien démontrer ce que je dis, je vais prendre un exemple dans les champions du « j'adore votre offre ». Mais je n'achète pas. C'est les personnes qui vendent du conseil, les coachs, les consultants. Pourquoi? Parce que c'est le numéro 1 à vendre de l'incertitude. Ils nous font des promesses incroyables sur on va être mieux, etc. Les sommes, c'est pas évident. Parfois, c'est 2 000, 12 000 euros et on ne sait pas ce qui se passe dedans. Quand vous achetez une poussette, c'est concret. On peut la toucher, on voit. Mais le coaching, on ne voit rien. On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à vendre parce que ce n'est pas concret. Il y a un client, il vendait à 12 000 euros pour 3 mois. Ouais, mais ça m'a bloqué. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Lui-même, en fait, en plus, il me disait qu'il avait du mal à convertir. Que ses clients, ils disaient que ils adorent, qu'ils vont y aller, puis plus de nouvelles. On a changé sa façon de présenter. Par exemple, au premier rendez-vous, on a rajouté un test de personnalité où les gens recevaient avec un PDF un
un résultat sur tout simplement leur personnalité. Mais ça a totalement augmenté ses ventes. Pourquoi? Parce que là, on avait quelque chose de concret. Et là, c'est la preuve que c'est la réduction de l'incertitude, pas la maximisation du plaisir qui fait vendre. Et pour terminer cette vidéo, cette première vidéo de ma chaîne, vous devez retenir que les gens n'achètent pas ce qui leur fait le plus plaisir, ils achètent ce qu'ils peuvent prédire. Et quand vous réduisez l'incertitude, vos ventes augmentent. Et si vous souhaitez apprendre le marketing et la vente avec la psychologie et les neurosciences, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker et mettre un commentaire pour m'aider à faire connaître cette chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.